Bookmakers. Les écrivains au travail, par Richard Guettet. Sur Arte Radio. Tes parents sont lourds, fatigants, avares, collants, velus, piquants, barbants, casse-pieds, glissants. Change. Ils sont grognonnants, dégoulibavants, bavardissants, crottes de nasan, mangent proprement. Change. Ils t'ennuient, ils sont insupportables, ils ne t'écoutent pas, ils rangent ta chambre, ils marchent sur tes jouets, ils refusent de te laisser la maison, ils t'emmènent en week-end. Change de parents. Change. 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 C'est l'un des souverains pontifes de la littérature jeunesse, avec 8 600 000 livres vendus en France depuis 1986, traduits en italien, en roumain, en japonais ou en chinois. Un dessinateur-auteur culte, occasionnellement dramaturge et romancier, avec plus de 80 ouvrages publiés ces 35 dernières années, pour l'essentiel à l'École des loisirs. Chéri par 2 générations de lectrices et lecteurs de toute taille, l'art poétique et minutieux de Claude Ponty fait le pont entre 2 rives. D'un côté, il y a le pays du dessin merveilleux, via ses châteaux-gâteaux, ses flaques magiques, ses îles touffues et ses arbres sans fin peuplés de monstres et de jolies petites créatures angoissées mais intrépides. De l'autre, il y a la contrée du langage réinventé, dans la lignée de Lewis Carroll, avec des bagages entiers de mots-valises ou de néologismes éclapatouillants. Sonnons le début de la récré. Quittons Paris, direction la Sarthe et la vallée du Loir, jusqu'à sa maison bordée de tilleuls. Dans ce premier épisode, le papa rigole marrant de Tromboline et Foule Bazar, de la courageuse Pétronille, du malheureux Okilélé ou du facétieux Blaise le Poussin masqué se démasque dans l'intimité de son atelier. Comment ce jeune Vosgien, fils d'une institutrice et d'un ouvrier, a-t-il réussi à survivre à une enfance désastreuse, marquée par l'inceste, la violence et le déni de sa souffrance ? Quel événement personnel a incité ce passionné de psychanalyse, qui se rêvait peintre maudit, à enchanter les imaginaires ? À quelle heure s'activent les rouages de son cerveau incroyabilicieux ? Détail inventif, lorsque nous cherchons comment stabiliser notre micro sur sa table à dessin, le créateur du génial catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer nous souffle de planter celui-ci dans son pot de pinceau. C'est parti, Bookmaker, Foule Bazar chez Claude Ponty. Bonjour Claude Ponty. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre atelier, dans cette maison au sud de la Sarthe, à mi-chemin entre Tours et Le Mans. Puisque vous aimez la discrétion, je me contenterai de dire que le village où vous vivez, je crois, depuis 2010, ne compte que 1064 habitants. Ma première interrogation porte sur la qualité de votre sommeil. Est-ce qu'on dort comme un Loir dans la vallée du Loir ? On ne me l'avait pas encore faite, celle-là. Oui, on dort très bien. Tous les gens qui passent une nuit dorment très bien. Déjà, la maison a très très gros murs. C'est une maison ancienne, ils font 1 mètre de large à la base. Donc elle est très bien isolée. Et puis c'est une vraie campagne. C'est-à-dire qu'une fois à 7h, 8h du soir, il n'y a plus que le ciel, les étoiles et le grand calme. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire ? Un seul mot. Moi ? Alors, je ne vais pas vous faire le coup, tout est autobiographique. C'est pas ça. Un enfant est une personne en développement, en train de grandir. Et la question de construire son identité, construire sa place parmi les autres dans la société, ou de se fabriquer dans le monde, d'accepter le monde, c'est essentiel. Donc, il pouvait arriver que j'insiste sur moi, en ce qui concerne l'héroïn ou l'héroïne dans mes livres.
Le dernier que j'ai fait, qui s'appelle Moi, c'est effectivement, je me suis construit, c'est moi, je m'accepte et il ne faut pas me casser les pieds. Je m'en sortirai de toute façon toujours. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois. Les mots répétitifs, c'est les mots charnières, les mots liaison, et puis pendant ce temps-là, tous ces trucs-là où il faut réorganiser. Les mots charnières, c'est un peu comme les adverbes. C'est-à-dire que les 3/4, on peut les enlever sans problème. Ça sert à rien d'insister, et c'est souvent plus fort, plus clair, quand on n'insiste pas. Sinon, des fois, j'en mets plein juste pour rigoler. Claude Ponty, vous êtes né Claude Ponticelli en 1948 à Lunéville, en Lorraine. Alors, déjà, Première chose, on ne dit pas Ponticelli, on dit Ponticelli. Parce que mon père est venu en France à l'âge de 2 ans, fait partie de ces immigrés qui ont voulu s'intégrer totalement au point que leur nom ne se prononce qu'à la française. Il n'a jamais parlé italien devant nous et on a fait un coup, une virée très courte en Italie et on n'a jamais entendu mon père parler italien. vous êtes le 2e enfant d'une fratrie de 3 garçons. Votre mère, issue, dites-vous, d'une bourgeoisie commerçante d'Ecati, Oui. était institutrice. Oui. Vous avez décrit celle-ci comme une personne méchante, castratrice, manipulatrice, honteuse et menteuse, soit l'inverse total de la maman sacrée, si douce et si dévouée de votre album à succès, Petronille et ses 120 petits. Que lisait votre maman ? Ma mère est une personne, et est toujours de ce monde, de son monde, qui a eu une mère qui l'a poussée et même obligée à travailler, en lui disant qu'une femme devait avoir un boulot et être indépendante. Elle a réussi à être enseignante. Elle a, à peine dans sa vie indépendante, rencontré mon père, qui donc est un immigré italien, beau gosse, à petite moustache. Ils sont tombés amoureux, ils sont mariés, voilà. Sauf que assez rapidement, je sais pas jusqu'où je peux aller là-dedans. Bon, elle n'aimait pas trop sa belle famille. Et mon père, ayant quitté l'école à 14 ans, quoique étant relativement doué, a commencé sa vie comme apprenti, enfin très très bas dans l'échelle. Ma mère, en tant qu'enseignante, avait un défaut assez dramatique, c'est qu'elle pensait que les pauvres n'étaient pas intelligents et qu'un enfant qui n'arrivait pas à quelque chose en classe n'était pas intelligent définitivement. Donc c'était assez compliqué pour nous autres et c'était assez compliqué pour mon père. Et assez rapidement, on a entendu « fais pas comme ton père, fais tes études ». Et mon père en rajoutait en disant « regardez, moi je suis à l'usine ». Alors que mon père avait quand même réussi à gravir un certain nombre d'échelons. Il est arrivé à être un petit cadre moyen supérieur, dans une situation tout à fait honorable. Mais ça restait que c'était un manuel. Ma mère était une intellectuelle. Dans ce qu'elle lisait, il y avait des gens comme Guy Descartes, Les Fleurs du Mal, il y avait Rimbaud, mais c'était sous clé, on n'y avait pas accès. Et sinon, alors les lectures qui nous étaient conseillées, c'était Le Petit Chose. D'Alphonse Devet. Oui, le truc sinistre, là. Il y avait La Chèvre de Monsieur Seguin, mais c'est un peu comme La Petite Fille aux allumettes, c'est-à-dire qu'on avait une quantité de bouquins, d'histoires, tout était sinistre, les enfants se faisaient massacrer ou étaient mal élevés, alors sans famille aussi. Ma mère donc était enseignante, quand elle lisait des histoires aux enfants, elle mettait le ton. Par exemple, elle racontait l'histoire des petits chevreaux. Vous savez, la maman part et le loup, il vient. Et alors, elle mettait le ton dans la pâte, dans la farine, dans la porte, dans la mer, dans les petits. Et ça. Chut. Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour. Mais tout en parlant, le loup posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevrons l'aperçurent et crièrent « Nous ne t'ouvrirons pas! Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi! Tu es un loup !» Le loup courut chez le boulanger et dit «
Je me suis blessé la patte. Verse de la farine blanche sur ma patte. C'était insupportable parce que elle forçait l'interprétation en permanence. Le loup veut duper quelqu'un, Pensa le boulanger, et il fit des manières. Mais le loup dit: si tu ne le fais pas, je te mangerai. Le boulanger eut peur et blanchit sa pâte. Et oui, les gens sont ainsi. Les frères Grimm, le loup et les 7 chevreaux. Et c'est d'ailleurs une bataille que j'essaye de mener contre la lecture de gens qui mettent trop le ton, en essayant de leur faire comprendre que lire un livre à un enfant, ça nécessiterait au moins de prendre du recul vis-à-vis de soi-même par rapport aux autres, pour ne pas imposer ce qu'on pense ou ses propres convictions religieuses, politiques ou du bien et du mal. C'est à l'enfant de ressentir. Et là, j'ai fait une lecture tout à l'heure, vous m'avez demandé des choses qui m'ont hérissé à mort, mais que j'ai fait quand même, parce que vous avez une bonne gueule. Écoutez, je vous remercie. Passons à votre père, passons à cet immigré italien arrivé à 2 ans en France avec rien et qui arrête l'école à 14 ans. Il a été ajusteur, menuisier, puis, si j'ai bien compris, chrono-analyseur pour les papeteries Clairefontaine, ce qui consiste à chronométrer les temps de production. Ça consistait à la fois à chronométrer les gens pour les mettre à la meilleure place, c'est une forme de taylorisme et parfois de terrorisme, fait qu'il n'était pas très aimé. Et c'était important parce que une grande partie des gens étaient payés à la pièce. Le papier sortait en rouleau. Et donc, il fallait déterminer comment on découpait là-dedans pour faire des carnets, des cahiers de texte, etc., en perdant le moins de papier possible. C'était ça aussi son boulot. Et si je me souviens bien, c'est lui qui avait inventé le cahier de texte où il y avait une couleur par semaine. Voilà. Vous l'avez dit plusieurs fois, vous l'avez même indirectement évoqué au travers de votre premier roman Les Pieds Bleus en 1995. C'était un homme autoritaire, un pur rital, orgueilleux et, je cite, violent au point d'avoir développé une certaine imagination pour détourner des outils de leur fonction première afin de vous mettre une raclée. Oui. C'est-à-dire que frapper avec une serviette de toilette sur les jambes, avec les jambes nues, mouiller la serviette pour que ça fasse plus mal, ou se servir de câbles de fil électrique, s'arrêter en voiture parce qu'on faisait trop de bruit dans la voiture, aller cueillir une branche, bien la choisir dans un noisetier, enlever toutes les feuilles pour nous fouetter. Oui, c'était... Alors, quand ce livre est sorti, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient la même enfance. C'est aussi les années 50 autoritaires. Il suffit de relire le poème de Prévert sur les enfants qu'on assassine. C'est une île où il y avait une maison de redressement, comme il disait, et les enfants s'étaient échappés. Les gendarmes, associés aux chasseurs, ont pourchassé les enfants partout pour les rattraper. C'est une époque aussi où un père pouvait conduire ses enfants à la prison ou au commissariat pour les punir. Donc oui, il était violent physiquement, pratiquement pas verbalement, psychologiquement. C'était plutôt ma mère pour la violence psychologique. Est-ce que cet homme, votre père, lisait ? Très peu. Il lisait plutôt des polars très courants, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, au SS 117. Claude Ponty, vous vous décrivez souvent comme un enfant solitaire et désespéré dès l'âge de 3 ans. En effet, cette année-là, vos parents, croyant bien faire, vous placent en pension chez une tante qui vient de subir une fausse couche. Vous devenez, à ses yeux, l'enfant de remplacement, un enfant médicament que l'on prête en consolation. C'est dur, car votre cousin mort, présent, invisible, grandit comme un kyste d'amour et d'obéissance, un cancer de perfection filiale. Et quand dit ça vous l'avez même écrit dans votre deuxième roman. Non, c'est pas mal, ça. Et quand cette tante finit par de nouveau être enceinte, vous êtes cette fois placé, ou plutôt posé comme une valise, l'image est de vous, chez vos grands-parents italiens, côté paternel donc, qui étaient très pauvres. La violence est malheureusement présente dans ce foyer aussi. Vous vous mettez à pisser au lit et pour votre grand-mère, ça se traite au martinet. Notons néanmoins que son mari, ce grand-père-là, extrêmement gentil, lui cache vos bêtises et arrache de temps en temps une lanière au martinet. Oui, le martinet a fini, je crois, par 2 lanières et demie. Et en réalité, mes parents m'ont mis en dépôt
le temps de faire des économies pour acheter une voiture. Parce que je n'allais pas à l'école et qu'il fallait payer quelqu'un pour me garder. Mon père, quand il m'a déposé chez ma tante et ma grand-mère, il m'a dit que si je voulais revenir, il fallait que je lui envoie un dessin. Le dessin sur lequel on se met d'accord, c'est une voiture qui sort d'un tunnel. J'ai envoyé le dessin, ils ne sont pas venus. En tout cas, sortir d'un tunnel, c'était assez clair. Si je repense à cette période-là, ce qui me revient, c'est quelque chose d'extrêmement sombre, un peu brun, un peu noir, un désespoir abyssal, parce qu'évidemment, ils m'ont mis là en me disant qu'ils venaient me rechercher rapidement. 2 ou 3 fois, ils devaient revenir, ils ne sont pas revenus. Donc, au bout d'un moment, on accumule des émotions, du vague à l'âme, quoi. Quand vous rentrez à la maison 18 mois plus tard, vous avez un nouveau petit frère, Oui. et vous ne reconnaissez plus le grand qui joue dans la cour parmi 2 autres copains. Vous dites souvent avoir été sauvé par un don des fées qui se serait penché sur votre berceau. Ce don, c'est celui de savoir dessiner. C'est venu comme ça, une feuille, des crayons et zou, c'est joli. Je dessine tout le temps. Au point que vers 6 ans, ma mère veut me mettre dans un cours de dessin. Je suis allé qu'une fois. Le prof ne savait absolument pas quoi faire d'un enfant de 6 ans. Il faisait que des plâtres et des nus avec des adultes à moustache. Donc, il n'y avait pas de femmes qui dessinaient. Je me souviens de dessins qu'on a affichés. Tout le monde dans ma famille, même les méchants, dont je ne savais pas qu'ils étaient méchants à l'époque, m'ont encensé. Quand je dessinais, j'étais totalement dedans. J'étais totalement ailleurs. Cette capacité que j'avais de m'extraire complètement du monde et d'y ressentir, d'exprimer des choses, ça a été essentiel, sans que je le comprenne. Mais avec le recul, je pense que ça m'a sauvé. Très tôt, vous vous mettez à dessiner des poussins. Alors c'est assez rigolo quand on sait que vous dessinerez au fil de votre œuvre des milliers et des milliers et des milliers de poussins jaunes, dont votre fameux Blaise et son masque rouge. À quel âge pouvez-vous situer avec plus ou moins de certitude la naissance de votre premier poussin? Pourquoi cette bestiole et pas une autre? C'est un pur hasard. J'étais en école primaire avec une jeune institutrice et avec cette maîtresse, on a peint sur les murs, on a peint avec les doigts, on a fait quantité de choses. Et parmi les choses obligatoires, pédagogiquement, qu'elle nous a fait faire, on avait des feuilles de papier coloré, gommé, c'est-à-dire collant de l'autre côté à condition de les lécher, et imprimer dessus des dessins, en particulier des poussins. C'est dans le premier livre que j'ai fait pour enfants qui s'appelle l'album d'Adèle, qui est un faux imagier dans lequel j'avais rangé quantité d'objets, d'êtres, de personnes qui entourent un enfant très petit. Ces choses étaient bien alignées sur une double page et j'avais besoin d'éléments perturbateurs pour des enfants qui ne lisent pas et qui ne savent pas du tout que la lecture existe. Bon, je peux pas te prendre les schtroumpfs, j'ai pas le droit. Les petits nains, il y en a trop. Qu'est-ce que je pourrais faire ? À ce moment-là, j'ai pensé à ma fille qui était toute petite et que je conduisais à la crèche. Il n'y avait pas de plan Vigipirate, donc on allait jusqu'au fond de la crèche déposer les enfants dans une grande pièce où il y avait de la moquette, des coussins et des trucs, et ils crapailletaient dans tous les coins. Et ils étaient tous en grenouillère. C'était assez rigolo. Et alors, il y avait juste les couleurs qui changeaient. Ils galopaient, enfin à 4 pattes, ils se grimpaient dessus, ils se faisaient couler de la morve dessus, ils se piquaient, ils pétaient dans tous les coins. Et c'était trop drôle et ça m'a fait penser aux cajots de poussins qu'il y avait en vente sur les marchés à la campagne, où c'était pareil, c'est-à-dire le poussin, c'est très mignon, mais quand même, ça a une patte, ça marche sur les autres. Enfin, c'était vraiment pareil. Et alors, je me suis dit, c'est ça, je vais prendre des poussins pour mettre le bazar dans l'organisation du livre et pour un peu centrer l'action, j'ai mis un masque rouge pour qu'on puisse le voir. Ouais. Claude Ponty, vous avez été l'un des élèves de votre mère 1 an en CP. Oui. L'année décisive où vous apprenez à lire et à écrire, à vous nourrir, comme votre personnage Okilele, de soupe de lettres. Je me souviens d'une séance terrible où
Il fallait recopier des choses au tableau. Je n'allais pas vite. Et alors, un coup, elle m'enguirlande comme ça. Et malheureusement pour moi, je lui ai répondu. Et donc là, elle s'est fâchée. Elle m'a tiré de ma chaise comme ça. Et je me suis retrouvé par terre. Elle a tiré par un bras dans la classe de la directrice qui était à côté, où c'était les filles qui étaient en fin d'études à l'époque. Hein. C'est pas mixte à l'époque, ouais. Et les filles avaient des cours de cuisine, des cours de couture. Et je ne sais pas en quel cours elles étaient, mais la directrice m'a attrapé. Elle a rigolé, elle m'a dit « Bon, maintenant on va faire la gym, ça te punira ». Et alors, toutes les filles couraient à la queue leu-leu devant moi. Et moi, j'étais le dernier derrière. Et on faisait des tours de cours comme ça. C'était assez marrant parce que je ne comprenais pas du tout pourquoi des femmes trouvaient que je devais être puni en étant avec des filles. Ça me dépassait un peu. Votre mère confie parfois que le petit Claude aimait écrire ou composer des poésies. Des poésies. Bah oui, comme tout le monde, à 12 ans, 13 ans, j'écris des poèmes, ouais. Sur quoi ? Je me souviens d'une histoire que j'avais racontée, que j'avais écrite. Quelqu'un mourait, et puis il s'échappait de son corps, il se collait au plafond. Et après, il se cachait dans le buffet. Il écoutait tout ce que les gens disaient sur lui après sa mort. L'année de vos 7 ou 8 ans, la famille Ponticelli déménage dans les Vosges, à Étival-Clairefontaine, un bourg de 1000 habitants. Ouais. Vous habitez au bord d'une route nationale où passent au maximum 10 voitures par jour. Ouais. C'est une sorte de paradis pour vous, avec à proximité 2 fermiers, leurs vaches, leurs chevaux, les champs, les bois. Vous avez dit... Contemplatif, j'observais tout. J'étais surtout très imaginatif, capable d'être seul très longtemps sans jamais m'ennuyer, toujours occupé à inventer des choses, à me balader du regard. Vous lisez la forêt. Alors il y a un détail que j'adore. Ouais. Vous passez un temps fou à lire en haut des arbres, comme le jeune héros du roman Le Baron Perché d'Italo Calvino. Je suis redescendu. Hein. La pluie, qui tombe très fort, fait un rideau. Pétronille va voir de l'autre côté. Il y a un chemin. Elle décide de le prendre. C'est un mauvais chemin qui fait exprès de perdre les gens. La voilà complètement perdue, au milieu des plantes féroces qui veulent la mordre et la manger. Elle s'enfuit et s'accroche à des poussins qui joue à être une corde. Pétronille est sauvée grâce aux poussins qui sont très malins. Surtout Blaise, le poussin masqué, qui sait tout et même encore plus. Oui, mais là, vous allez voir qu'il va encore nous parler de sa fille. Une petite fille est en train de lire dans sa forêt bibliothèque. Elle s'appelle Adèle et n'a rien vu. Exactement tout à minute. Pétronille, elle, continue. Claude Ponty, Pétronille et ses 120 petits. Avec 3 copains, vous créez une patrouille de scouts. Vous passez parfois 3 jours dans la forêt. Ouais. Vous êtes capable de faire un feu, de construire un pont. J'ai Scout été Ponty. pontonnier, oui. Comment s'appelait cette patrouille ? Ah, ça s'appelait les gerfaux. Les Gerfaux. Gerfous ? C'est des oiseaux, des rapaces. Ah ouais. On partait avec la tente, la vache à eau, les sacs de couchage, les boîtes de raviolis, et on revenait 2 jours après. On était libre, indépendant. À cette époque, votre mère vous offre une boîte de tubes de peinture à l'huile. Oui. Pour qu'effectivement, je ne sois pas peintre de métier, de carrière, pour que je sois peintre le dimanche, parce que je dois être professeur de français. Vers 14-15 ans, je décide d'être peintre. Comme je suis assez lucide, je décide d'être peintre maudit. C'est plus tranquille. Peintre maudit. Oui. Et à l'époque, je trouve qu'il n'y a pas plus mieux au sommet en altitude de génial que d'être Van Gogh, c'est-à-dire de tout sacrifier à la peinture et de, entre guillemets, ne vendre qu'une toile de sa vie. Et de mourir fou après s'être coupé l'oreille. J'ai 14 ans, c'est romantique, il y a des parties d'œuvres de gens que je mets au-dessus.
Fra Angelico, l'annonce faite à Marie dans le monastère de je sais plus quoi, à Florence, cet ange avec les grandes ailes et la Vierge dans sa maison ouverte avec une colonne, les tyrans qui maintiennent la colonne ouverte, le jardin derrière, c'est au-dessus, c'est ailleurs. Il y a un tout petit tableau d'un des Bellini qui est au Louvre, qui est un portrait de Christ au ras du cou, où il est impossible de savoir si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un mort, si c'est un dieu, si c'est un enfant, s'il est vivant, s'il pense à la guerre, s'il pense à la haine, s'il pense à l'amour. Ce visage est totalement incroyable dans la quantité de choses qu'il exprime en un seul visage. Comme certaines vierges qui sont à la fois une enfant, une jeune fille, une jeune femme, une mère de Dieu, une mère d'un enfant humain, quelqu'un qui sait ce qui va arriver, quelqu'un qui vit le... Vous voyez ce que je veux dire? Ce portrait, c'est ailleurs. J'en arrive maintenant à la partie la plus traumatique de votre enfance, que je vais tenter de résumer, si vous êtes d'accord, d'après les très nombreux entretiens que vous avez donnés sur le sujet. De vos 6-7 ans jusqu'à votre entrée au collège, vous avez été violé par votre grand-père maternel, chez qui vos parents vous ont mis en pension. Chaque soir, vous mourrez de terreur en allant vous coucher, juste après ce programme jeunesse intitulé « Bonne nuit les petits ». Chaque soir, vous vous demandez s'il va entrer dans votre chambre. Ouais. Vous n'y pensez pas de la journée. Le reste de la journée, c'est votre grand-père, et pas du tout le monstre. C'est l'idole de la famille, un officier cuirassier médaillé de la guerre de 14-18, un homme exemplaire en tout. Mais vous concernant, son mot d'ordre est le suivant. Tu n'en parles pas, sinon... Sinon, 3 petits points. Si les salauds pouvaient être au moins explicites, ça rendrait la vie plus facile. Mais sinon, comme je ne savais pas, ça m'a bloqué de partout, quoi. Alors vous oubliez tout jusqu'à 20-21 ans. 21 ans, oui, par là. Ouais. Et je trouve ça extrêmement intéressant et fantastique, la capacité qu'on peut avoir de virer quelque chose de notre vie consciente pour vivre, pour survivre. C'est souvent ce qu'il faut dire aux gens. Vous avez fait ça à ce moment-là, c'était pour vivre. Vous n'avez pas d'autre solution pour vivre que de supprimer ça, si vous n'étiez pas capable de le supporter à l'époque. Je trouve extrêmement important tous ces gens qui arrivent à parler, qui arrivent à dire, tous ces procès qu'on fait aux violeurs. Oui, vous avez dit, au moment de la naissance du mouvement MeToo, que vous avez beaucoup soutenu, je sais ce que c'est être une proie permanente, ouais. Vivre dans la maison d'un homme qui peut vous atteindre à n'importe quel moment. Ouais. En fait, on apprend tout le temps à faire avec. Et on est toujours à la merci d'un moment qu'on n'a pas su retravailler et qui nous remet en face de l'angoisse, de la peur ou de la terreur. Sauf qu'avec le temps et l'usage, on sait faire avec et on s'en sort parfois juste en quelques heures ou en quelques minutes. C'est pas une calamité pour toute la vie. Dans votre album pour enfants intitulé « Mon amour », paru en 2011, la petite Isée, après l'accident de voiture de ses parents, est recueillie par un géant nommé Thor Lemo, qui va s'avérer particulièrement violent avec elle. Est-ce que par hasard l'écriture vous a aidé, je ne sais pas, à 10-11 ans, est-ce que tordre les mots vous a aidé aussi, petit, à comprendre ces abus? Non, il a fallu que j'aille en classe de philo, il a fallu que je me mette à peindre beaucoup plus, il a fallu que je m'informe sur l'inconscient pour que je comprenne des choses. Vers 16-17 ans, vous claquez tout votre argent de poche en livre de poche, justement. Oui. Que lisez-vous? Qui, parmi les écrivains, vous impressionne beaucoup? Je lis tout ce qui sort. Alors évidemment, il n'y a pas de librairie à la campagne. La petite ville la plus proche, qui est à 6 ou 7 kilomètres, a une librairie. Il y a un présentoir tourniquet avec les livres. Je pense qu'ils ne sont pas là depuis longtemps parce que je lis des livres de poche, numéro 15, je lis tout ce que je trouve. Monterland, Cocteau, je n'achetais que ça et des peintures. J'achetais pas de papier parce que mon père travaillant à la papeterie, j'avais du papier à dessin. Pas terrible, mais j'avais autant de papier que je voulais. Je lis 3 ou 4 livres par semaine. Avant, je lisais pas beaucoup. Sans avoir d'écrivains préférés qui ont marqué votre imaginaire? Je sais pas. Prévert. J'aimais bien ce truc de liberté de ton, d'enchaînement, un peu par association d'idées, trucs comme ça, puis d'arriver à dire un truc.
bandits, voyous, voleurs, chenapans. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements ? C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit « J'en ai assez de la maison de redressement ». Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit ? Quels sont ces éclairs, ces bruits ? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Rejoindras-tu le continent ? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Jacques Prévert, La chasse à l'enfant. Vous dites aussi avoir lu beaucoup de livres sur les contes, les récits de création du monde, les mythologies. Vous dites aussi avoir été un grand lecteur de science-fiction. Ah oui. Qui et quoi ? Oh, c'est impossible à dire. Là, j'ai fait un tri dans une partie de ma bibliothèque de science-fiction. J'ai dû me débarrasser de 400 ou 500 livres. Et il m'en reste plein. Mais je me suis intéressé à la science-fiction des années 50, 60, 70, peut-être encore un peu début 80. Ce qui m'intéressait, c'était l'idée qu'on n'est pas seul. C'est absurde de penser qu'il n'y a que les humains dans l'univers entier, alors qu'on ne sait même pas jusqu'où il va et ce qu'il y a dedans. Et le thème de leur rencontre, comment on fait ? Nous, comme expérience de leur rencontre, on n'a que les rencontres d'un peuple à l'autre, découvrir l'Amérique ou le colonialisme ou la supériorité, l'infériorité. Ça m'intéresse, comment ça transforme des cultures ou des populations. Ça, c'est l'argument intelligent. Sinon, j'aimais bien ça. Les fusées, les cosmonautes, c'était un peu sexiste. Mais j'en étais conscient. Claude Ponty, vous demandez à être interne en pension à Saint-Dié, loin de ces maisons violentes qui appelleront peut-être vos futures maisons monstres, vos maisonstres. Je cite votre album L'Avidisé en 2014. Une maison n'a pas à être une maisonstre. Une maison, c'est fait pour abriter, protéger, tenir au chaud, pas pour mordre ou détruire. Ouais, je suis d'accord. Vous obtenez votre bac philo ric-rac avec 10 de moyenne. Oui. Quand vos parents comprennent que vous voulez vous lancer dans une carrière artistique, cela devient la guerre. Il y avait un appentis dans lequel j'allais peindre les week-ends où j'étais là, et mon père a fermé à clé, donc je ne pouvais plus y aller. Enfin, c'était des brimades ridicules, quoi. Vous partez alors avec 2 copains aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Des Beaux-Arts que vous qualifiez de très merdiques, une école municipale sans intérêt, mais la plus éloignée de vos parents et surtout la seule sans bizutage, Voilà. ce qui a de l'importance. C'était vraiment le plus important, pas de bizutage. En 1969, à 20 ans, vous avez suivi votre compagne qui dessine aussi à Strasbourg. Là, vous vous êtes inscrit en fac de lettres, car vous croyez à l'époque qu'on y va pour apprendre à écrire, mais les profs vous demandent de compter les répétitions des mots vaste ou ciel dans les Fleurs du mal de Baudelaire. Vous abandonnez au bout d'un trimestre et vous vous inscrivez ensuite en histoire de l'art, mais vous n'y allez pas. Puis en archéologie, où vous n'assistez qu'à un seul cours, le premier du premier jour. À cette époque-là, pendant ces hésitations estudiantines, est-ce que vous écrivez à l'époque des romans, des nouvelles, des poésies ? Alors, pendant que j'ai fait tout ça, j'ai toujours peint, toujours dessiné. Ensuite, écrire, ça me prenait de temps en temps. J'écrivais des choses, je mettais un peu de dessin avec, ou je mélangeais. Mon prof de philo, à qui j'avais montré des choses comme ça, il m'avait dit, c'est très intéressant, vous avez le don, vous avez l'art d'écrire, mais vous n'avez pas encore trouvé ce que vous voulez dire. Et il avait complètement raison. J'ai mis du temps à le trouver.
Je suis parti à Paris. Pour être un peintre maudit, il faut être à Paris. Il faut habiter une chambre de bonne, ce que je fais. Il faut avoir un petit boulot, ce que je fais. Puis il faut peindre tout le temps, c'est ce que je fais. Alors, comme Rimbaud, vous débarquez dans la capitale avec rien. Quelqu'un qui m'avait dit « Si tu viens à Paris, viens me voir ». Je suis allé le voir. Il a été un peu surpris parce qu'il fallait qu'il m'héberge. Ensuite, il m'a trouvé quelqu'un d'autre qui était suffisamment gentil, intelligent pour m'héberger. J'avais rien. Il n'y avait pas un rond. J'avais que dalle. Et donc, ces gens m'ont abrité, hébergé, nourri, aidé assez vite. L'un d'eux me dit tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'à l'Express, il cherche des coursiers. Alors, le boulot est le suivant. Il faut porter les articles terminés du secrétariat de rédaction jusqu'à l'imprimerie, Ouais. qui fonctionne encore à l'époque au plomb. Ouais. Or, entre deux courses, vous crayonnez, vous Oui. griffonnez dans un coin, et parfois, vos collègues s'arrêtent, voire, c'est fou, vous achètent un dessin. Et un jour, alors qu'une nouvelle rubrique nécessitant des illustrations est sur le point d'être lancée, une bonne âme s'interroge, et si on demandait à Claude ? Ma vie est remplie de mains tendues. Vous acceptez, mais vous êtes mort de trouille à l'idée de dessiner ce qu'il faut dessiner pour le lendemain, en l'occurrence un chameau. Oui. Le dessin de presse a été pour vous une école formidable. Oui. Quand c'est raté, c'est immédiat, radical. Vous apprenez à avoir un esprit de synthèse et à toujours faire le boulot dans les délais imposés. Oui. Le dessin doit par ailleurs être clair, l'image peut être riche, mais on doit comprendre immédiatement ce que l'on voit. Ouais, ça, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je pratique dans tous mes livres. Il n'y a jamais de texte sur ces dessins de presse ? Il y avait un supplément parisien à l'Express, et j'avais une page où je me promenais dans Paris, et je faisais 4-5 vignettes à l'aquarelle, dessinées, et il y avait un petit texte que j'écrivais. Ils ont été publiés dans un livre à l'École des loisirs, un recueil qui s'appelle Paris. Au bout de ces rues anodines, derrière ces fenêtres innocentes, sous ces frondaisons, là où l'ombre, mine de rien, devient obscurité, il y a sans doute, il y a certainement un petit monstre rêveur ou une chimère assoupie. Claude Ponty, Paris. Parallèlement, au cours des années 70, vos peintures sont exposées dans des galeries. Oui. Succès d'estime, vous vous essayez à différentes techniques, vous dessinez à la plume des planches très fouillées, Ouais. vous peignez avec précision et réalisme des choses qui n'existent pas. À l'époque, vous ne croyez en personne et surtout pas en vous. Le sentiment dominant, c'est la rage. C'est un mélange d'être une personne qui n'existe pas, qui est incongrue, qui est illégitime, et puis cette rage puissante de « personne ne m'empêchera d'être ». Au bord de l'ultime. C'était le titre de la 14e improvisation de Victor sur la mort de son père. Il l'avait regardé mourir, assis sur sa poitrine. Il s'était fait le plus lourd qu'il pouvait. Les genoux de chaque côté du thorax, les cuisses serrées, surveillant les lèvres closes. Alors qu'il se demandait si l'herbe poussait déjà à l'intérieur de la bouche, il avait eu le sentiment qu'il ne pesait rien, qu'il n'influait pas sur la mort de son père. Il avait posé ses mains sur la poitrine violemment bombée, senti le cœur s'éteindre, atteint ce moment où il fallait oser deviner le dernier battement. Chaque fois la mort de son père lui avait échappé. Au dernier moment, il le narguait. Il mourait de lui-même, de sa propre décision. Il pensa à Léoto, qui avait regardé son propre père mourir et pris des notes, cherché les meilleurs angles de vue, et cité Victor Hugo mourant. C'est ici le combat du jour et de la nuit. Il pensa à Hokusai, qui avait dessiné un mort sur le vif, un pendu. Il n'était pas sûr que ce soit Hokusai, mais ça ne changeait rien. Claude Ponty, est-ce qu'hier n'est pas fini ?
Qu'est-ce qui déclenche ce que vous appellerez plus tard le ressac monstrueux des souvenirs incestueux? Alors, pendant assez longtemps, je dessinais des choses un peu angoissantes. Il y a une période, par exemple, je dessinais des sols, des parterres, avec des objets posés dessus, des plantes, parfois des murs de plantes, etc. Ces plantes, elles pouvaient être sexuées ou sexuelles, ou vous pouvez avoir des mélanges, un caillou, un doigt tout seul qui se promène, et des choses comme ça. Et puis, en laissant sortir tout ça, je me suis rendu compte que je faisais du déballage d'inconscient sophistiqué. Et à un moment, j'ai eu pas à me poser la question, mais à répondre à la question qui est: est-ce que je vais faire comme un certain nombre de peintres de l'époque, d'artistes de l'époque, qui avaient, on dirait aujourd'hui, un univers noir, démoli, hyper angoissant, sanglant. Est-ce que je vais faire, comme certains, carrière avec ça? Et je me suis dit non. Ça n'a aucun intérêt. Une fois qu'on a dit que quelque chose était atroce, on l'a dit. On va pas passer 20 ans à répéter « c'est atroce ». J'étais en fait dans une impasse narcissique, égocentrique. Mais est-ce que c'est l'accumulation de ces peintures très sexuelles qui vous fait remonter la mémoire, qui vous remet la mémoire? Non, c'est la mémoire, elle remonte... Quelqu'un m'a dit que, en fait, ce que j'avais fait, c'était l'équivalent d'une auto-analyse ou de petit à petit sortir des choses et comprendre ce qu'elles apportaient pour m'en délivrer ou pas en être prisonnier tout en vivant avec. À 25 ans, vous révélez enfin la vérité à vos parents sur les viols dont vous avez été victime, qui ne vous croient pas et qui vous chassent de la maison. Oui. À leurs yeux, vous êtes un monstre ou un obsédé sexuel. Oui. Votre brouille a duré 7 ans. Votre père a demandé à vos frères de cesser toute relation avec vous. Oui. Votre mère a l'audace de dire qu'elle souffre, elle, de l'atteinte morale faite à son père. Oui. Elle vous a ensuite demandé pardon. Je me souviens avoir lu que jusqu'à vos 30 ans, vous ne comprenez pas que les gens puissent vous parler. Oui. Vous êtes tétanisé, inadapté. Quand on vous dit bonjour, vous sautez en l'air. Oui. Votre personnage emblématique et récurrent, Blaise le poussin masqué, dont le masque rouge montre une grimace effrayante. Pardonnez-moi pour le raccourci, mais est-ce que c'est Claude enragé qui est obligé de se cacher derrière un masque rouge de honte? Le masque de Blaise, c'est plutôt dans l'idée que vous me voyez un visage effrayant, mais je suis quelqu'un de très gentil. C'est plutôt ça que... Mais qui pourrait croire que vous êtes effrayant? Pour qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé dans mon enfance, il y a forcément un moment où j'ai pensé que je le méritais, que c'était normal que ça m'arrive, donc que j'étais un monstre, donc que j'étais épouvantable. J'étais assez adepte d'un psychiatre qui était anglais, qui s'appelait Laing, qui était un des membres de ce qui s'appelait à l'époque l'antipsychiatrie, et qui expliquait des choses du genre vous avez un enfant, ses parents le traitent méchamment. Ils lui disent qu'il est nul, ils le méprisent, ils le maltraitent psychologiquement. Assez rapidement, cet enfant n'a d'autre solution que d'être conforme à ce qui est dit de lui, parce que c'est le seul moyen qu'il a d'être reconnu et accepté par ses parents. Le masque de Blaise, c'était aussi ça. C'est-à-dire que, bah oui, je vous ai fait la tronche que vous vouliez que j'ai, mais je suis pas ça. Alors, le masque de Blaise a un autre intérêt, c'est que n'importe quel poussin qui met le masque devient Blaise. Donc, c'est interchangeable. On n'est pas obligé d'être monstrueux tout le temps au cas où on est monstrueux. Si on a envie de faire une bêtise, eh ben, toc, on prend le masque et là. Donc, je pense que c'est extrêmement utile aux enfants. Au début des années 80, vous êtes pendant 2 ans le directeur artistique de l'Imagerie d'Épinal. Oui. Vous devenez le petit éditeur de livres de grands de la bande dessinée, comme Tardy, le père d'Adèle Blanc-Sec, de Fred, le créateur génial de Philémon, ou de Martin Véron, l'auteur polisson d'Edmond le Cochon, dessiné par Rochette. Vous apprenez en direct les techniques de fabrication du livre, de la mise en page à l'impression, c'est du bookmaker au pied de la lettre. En 1984,
on vous jette de l'Express après 4 ans de travail. Pourquoi ? On va pas dire qu'on me jette. On s'est séparés de moi. Des magazines comme l'Express, ils ont des directeurs artistiques, ils ont des rédacteurs en chef, plusieurs, etc. Donc, un coup on plaît, un coup on plaît pas. On m'a licencié, j'étais au chômage, j'avais des indemnités de licenciement. C'était pas une catastrophe du tout. La plupart des gens qui m'ont viré ont été virés après, donc. Parce que le journal a été racheté, parce que c'est un métier très très éphémère et volatile. À moins d'être des grands violeurs dans les bureaux d'une télévision, ils ne durent pas très longtemps non plus. En 1985, révolution copernicienne personnelle, vous devenez papa d'une petite Adèle. Ouais. Sa naissance vous retourne comme un gant. Ouais. Le pessimiste que vous êtes devient un optimiste décisionnaire. Ouais. Et vous voulez offrir à Adèle un cadeau pour sa naissance, un cadeau fabriqué à la main. Ouais. Vous lui fabriquez ce qui deviendra l'album d'Adèle, votre premier livre. Un trop grand livre, hors format, à poser par terre, avec le bébé à côté. Un livre avant la lecture. Un imagier qui lui présente le monde, offrant des possibilités de lecture d'images et de concepts, verticales et transversales, d'avant en arrière et inversement, en adéquation avec la formule de Françoise Dolto, les bébés ne naissent pas idiots. Il y en a qui sont bêtes quand même. Pépine. Ah, idiot. Il y en a qui sont stupides. Un livre perturbé, tiens, vous l'avez dit tout à l'heure, par des poussins prêts à mettre le bazar partout et à déclencher des histoires. En voici une d'histoire. Le jour où vous avez été viré de l'Express, vous avez démarché, ici ou là, notamment chez Gallimard, pour obtenir du travail. Gallimard publiait à l'époque une revue pour adolescents nommée Piranha. Dans votre sac, vous avez avec vous une double page de l'album d'Adèle. Les gens de Piranha vous envoient sur le palier d'en face, au bureau de Geneviève Brisac, l'éditrice jeunesse de Gallimard. Elle insiste pour publier le livre qui sort en 1986. Gros succès d'estime. Vous réalisez la suite, Adèle s'en mêle, en 1987, et tout s'enclenche. Ce qui est drôle, c'est que rien ne vous destinait à la littérature jeunesse. Chez vous, dans votre maison, vous n'aviez que 5 ou 6 bouquins pour enfants, des classiques américains comme Little Nemo de Winsor McCay, 1905-1914, ou Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sendak, publié en 1963. Est-ce qu'on peut un peu parler d'eux ? En quoi, par exemple, ces 2 livres ont compté pour vous ? La présence permanente de l'inconscient. La présence permanente de la puissance de l'imagination. Max, roi des maxi-monstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé terriblement. De loin, de très loin, du bout du monde, lui venaient des odeurs de bonnes choses à manger. Max renonça à être le roi des maxi-monstres. « Ne partez pas, ne nous abandonnez pas, nous vous aimons terriblement, nous vous mangerons. » Non, dit seulement Max. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris, ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Maurice Sendak, Max et les maxi-monstres. Il y a une synthèse géniale de ce que c'est qu'être enfant, d'être confronté à l'autorité, d'être confronté à la possession de soi, par la colère, voilà. C'est la reconnaissance des monstres, l'apprivoisement des monstres. Et alors, Little Nemo, il y a tout ça en développé. Au début, Little Nemo fait une sorte de rêve chaque soir, et un soir d'un dimanche, il retourne dans le même rêve. Et là, il s'installe un monde merveilleux au sens où il peut s'y passer quantité de choses, toujours aussi liées à l'imagination et à l'inconscient, et en étroit parallèle avec la réalité. Il y en a d'autres qui me plaisent aussi fort, mais par exemple Arnold Lobel, c'est encore un Américain. Alors il y en a plein de lui, mais un livre qui s'appelle Ulule, qui est que des réflexions profondes et intelligentes d'enfants, métaphysique sur la réalité d'être. C'est Ulule, c'est un hibou.
Une fois que je me suis mis à la littérature jeunesse, je me suis mis à découvrir d'autres auteurs. J'étais totalement néophyte. En plus, c'était assez drôle parce qu'un certain nombre de gens du milieu considéraient que mon premier livre n'était pas un livre puisqu'il n'y avait pas de texte. C'est très rigolo. Un livre, ce serait quoi ? Du papier relié avec une couverture et, comme disent les enfants à l'école aujourd'hui, de l'écriture dedans. Vous avez déjà vu un livre religieux tibétain ? C'est des bouts de bois, avec des trous pour les relier avec des ficelles. Il y en a, c'est des tablettes d'argile. Pourquoi on s'emmerde avec ces... Il n'y a qu'une chose qui est essentielle, et c'est ce qui est dit. À suivre sur artiradio.com